En 1957, le psychologue américain Leon Festinger a infiltré et observé les adeptes d'une secte dont les membres étaient convaincus que la fin du monde était proche. Le leader de la secte avait donné une date précise et avait spécifié qu'il y aurait un déluge et que la Terre entière serait détruite. Mais un vaisseau spatial viendrait sauver les adeptes juste avant. Elle a poussé tous les membres à vendre leurs biens, à abandonner leur maison et leur famille parce que de toutes les façons, ils n'en auraient plus besoin. Et comme vous vous en doutez, le déluge n'est jamais arrivé. Festinger, bien sûr, le savait et il voulait voir les réactions des membres une fois que la prophétie aurait échoué. Beaucoup de membres étaient confus et on s'attendrait à ce qu'ils réalisent que, logiquement, la prophétie était fausse et que le gourou avait menti. Mais les adeptes les plus dévoués, ceux-là même qui avaient abandonné leur boulot, leurs biens, leur famille, etc. et qui avaient passé toute une nuit à attendre un vaisseau spatial qui devait venir les enlever, ont réinterprété la prophétie plus tôt et conclu que la Terre a été épargnée à cause de notre fidélité. Ou alors ont trouvé des raisons comme quoi, en fait, c'est un sursis pour nous donner un peu plus de temps pour sauver d'autres personnes. D'autres encore ont carrément nié qu'ils pensaient que les extraterrestres allaient venir les chercher. Ils ont dit qu'ils étaient juste là pour une cérémonie spirituelle. Festinger a introduit par la suite le concept de la dissonance cognitive. C'est la tension ou le malaise qu'on ressent lorsqu'on reçoit une information qui contredit nos croyances ou lorsque nos comportements et nos croyances sont incompatibles ou opposés, comme les adeptes de la secte qui ont cru en une prophétie qui ne s'est pas réalisée. On peut aussi prendre l'exemple de quelqu'un qui a décidé de maigrir mais qui se retrouve à grignoter de la malbouffe. Ou même de quelqu'un qui est en couple, qui est contre l'infidélité, mais après quelque temps se retrouve dans le lit d'une personne autre que son ou sa partenaire. Ces personnes vont ressentir un malaise, une tension, parce qu'ils ont une croyance et que quelque chose est venu contredire cette croyance, ou parce que leur comportement est en désaccord avec leurs valeurs ou avec une décision qu'ils ont prise. La dissonance cognitive est une réaction bien réelle de stress. On ressent la tension dans notre corps, on se sent coupable, on est confus, on est nerveux, on a honte, on regrette. La tension est désagréable non pas par rapport aux autres, mais par rapport à nous-mêmes. Parce qu'on a envie d'être cohérent avec soi de façon générale. Je ne peux pas dire une chose et faire son contraire. Et je ne peux pas penser deux choses qui sont contraires. Je dois faire ce que je dis et mes valeurs et mes croyances doivent être consonantes, c'est-à-dire en accord les unes avec les autres. Donc lorsqu'il y a désaccord, je me sens comme hypocrite envers moi-même et je vais tout faire pour rétablir un sentiment de cohérence. Et bien sûr, la dissonance cognitive n'apparaît pas non plus tout le temps. On fait tous parfois des choses qui ne sont pas en accord avec nos croyances et on s'en fout. On a tous par exemple fait des compliments qu'on ne pensait pas réellement. La dissonance cognitive en fait émerge lorsque l'incohérence touche à quelque chose de personnel ou quelque chose lié à notre identité. La religion, la politique par exemple, ce sont des sujets sensibles parce que nos convictions sont généralement fortes et qu'on s'identifie à ces convictions. On ressent aussi la tension lorsqu'il s'agit d'une valeur ou d'une décision qui est importante pour nous. Par exemple, je dois changer mon alimentation, c'est pour ma santé, c'est important. Lorsqu'on a aussi choisi librement nos actions, on sait que personne ne nous a forcés, personne ne nous a manipulés, par exemple dans le cas de l'infidélité ou du régime et après je me retrouve à grignoter, et qu'on savait quelles seraient les conséquences de nos actions. Il y a différentes manières de résoudre la dissonance cognitive. Je peux soit abandonner mes actions et mes croyances, j'arrête de faire ce que j'étais en train de faire parce que c'est mal, ou dans le cas des membres de la secte, je me dis ok, apparemment la prophétie était fausse, j'avais tort. Ou alors, je vais rationaliser pour me débarrasser de la tension sans avoir à changer mon comportement et sans avoir à admettre que j'avais tort. Et si la conviction ou si ma croyance est forte, si j'investis beaucoup de temps et d'efforts dans quelque chose, si changer mon comportement va me demander de faire beaucoup de sacrifices et si ce que je fais me procure beaucoup de plaisir et de satisfaction, j'aurai tendance à être résistante au changement et à rationaliser. Par exemple, dans le cas de l'infidélité, je vais préférer rationaliser et dire oui, mais en fait, la fidélité, c'est impossible. L'être humain n'est pas fait pour être monogame. Je vais aussi chercher à nuancer ou à redéfinir les choses en disant techniquement, c'est pas l'infidélité quand tu ne mets pas le cœur. Je peux aussi trivialiser en disant oui, tout le monde trompe de toutes les façons, c'est une hypocrisie. Je peux aussi diminuer ma responsabilité en disant j'avais bu, c'est de ta faute, je me sentais seul, c'était plus fort que moi, j'ai des besoins. Je peux aussi minimiser l'importance de la dissonance en disant on ne vit qu'une seule fois. Il y a des gens qui font pire, il y en a qui frappent leur partenaire. Et de toute façon, le plus important, c'est de rester fidèle à soi-même. Et je peux aussi chercher le positif en disant, en fait, vous savez quoi, c'est un mal pour un bien. L'infidélité m'a permis de mieux respecter, de mieux apprécier mon partenaire, de mieux apprécier mon couple. Et ça, ce ne sont que quelques-unes des stratégies. Il y a des centaines de ruses que notre cerveau utilise sans qu'on ne s'en rende compte pour nous tromper et parfois même on en arrive à ignorer complètement la réalité et les arguments contradictoires. Lorsqu'on est dans cet état de dissonance cognitive, on est prêt à faire toutes sortes de gymnastiques mentales pour rétablir un équilibre psychologique et garder une bonne opinion de nous-mêmes sans avoir à trop changer. Et pour démontrer ça, en 1959, Festinger et ses collègues ont recruté des participants pour une étude sur la performance.
Ils ont demandé à chaque participant de placer des cubes dans un plateau perforé, ensuite de tourner chaque cube vers la gauche ou vers la droite et par la suite d'enlever tous les cubes, de vider le plateau et de recommencer. Et ils ont fait ça encore et encore et encore pendant 1 heure. C'était une tâche répétitive et très ennuyeuse qui ne mesurait rien en fait et qui ne servait à rien. À la fin, les participants ont été remerciés et on leur a remis un questionnaire pour leur demander leur impression de l'exercice qu'ils venaient de faire. Est-ce qu'ils avaient aimé? Est-ce qu'ils ont trouvé que c'était intéressant? Et est-ce que ça les intéresserait de participer encore à une étude comme ça dans le futur? Certains des participants ont été pris à part d'abord par le chercheur avant de compléter le questionnaire. Et on leur a dit, en fait, le but de l'étude, c'était de comprendre quels sont les effets de la motivation sur la performance. Et on a besoin de votre aide pour motiver le prochain participant qui est dans la salle d'attente. Est-ce que vous pouvez lui dire que l'étude était intéressante? On va vous payer pour votre aide. À la moitié de ces participants-là, on a proposé $1, donc l'équivalent de 500 francs CFA pour aller mentir à l'autre personne. À l'autre moitié, on a proposé $20, l'équivalent de 10 000 francs pour mentir. Les membres des deux groupes ont tous accepté et sont allés dans la salle d'attente pour parler au prochain participant et lui dire « Tu sais quoi, l'étude est passionnante ». Et le participant, en fait, n'était pas un vrai participant, c'était un complice du chercheur. Une fois que ça s'était fait et que les participants s'apprêtaient à partir, un autre membre de l'équipe de recherche venait cette fois-ci leur remettre le questionnaire pour leur demander ce qu'ils avaient pensé réellement de l'étude et de l'exercice avec le tableau perforé. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez trouvé que c'était intéressant? Et est-ce que vous aimeriez participer encore à une étude comme ça dans le futur? Bien sûr, le chercheur savait que l'étude était ennuyeuse à mourir. C'était fait exprès. Le but réel, c'était de mettre les participants en contradiction avec eux-mêmes en leur demandant de dire à quelqu'un d'autre que l'exercice était intéressant alors qu'ils savaient très bien que c'était nul. Ils allaient ressentir la dissonance cognitive parce que 1, je sais que l'étude est ennuyeuse, mais 2, je viens de dire à quelqu'un d'autre que l'étude était passionnante. Et Festinger voulait observer comment leur cerveau allait justifier ce comportement-là et rétablir la cohérence entre ce qu'ils pensaient réellement de l'étude, donc que c'était nul, et leurs actions de dire à quelqu'un d'autre « Non, 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 c'est passionnant, hein ?» Donc, comme ils ne pouvaient plus changer leur action, ils avaient déjà menti, il ne leur resterait plus qu'à changer leur opinion de l'exercice pour réconcilier l'action avec l'opinion. Le premier groupe de participants qui avait été remercié après l'étude et à qui on n'a pas demandé de mentir, ils ont directement reçu le questionnaire, a clairement répondu qu'ils ont trouvé que l'exercice était ennuyeux. Même chose pour ceux qui avaient été payés $20. À la fin de l'étude, au moment de compléter le questionnaire, ils ont dit franchement, c'était nul. J'ai menti à l'autre participant qui venait après moi parce qu'on m'a payé $20 pour le faire, mais honnêtement, c'était très ennuyeux. Ils n'ont pas eu de tension interne parce qu'ils ont été payés suffisamment pour justifier leur mensonge. J'ai menti parce qu'on m'a payé. Mais le groupe des participants qui n'avaient reçu qu'1 $ pour mentir, eux, avaient tendance à changer leur opinion de l'étude et à dire à la fin « Non, mais en fait, l'étude, c'était pas si mal, hein? C'était assez intéressant. J'ai bien aimé. » Mais pourquoi? Contrairement au groupe qui avait été payé $20 pour mentir, $1, c'est trop petit pour justifier un mensonge. Dans cette situation, on se sent coupable d'avoir menti et on se dit « L'exercice était ennuyeux. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de faire ce que le chercheur m'a demandé de faire et de dire à l'autre que c'était intéressant? Je ne suis quand même pas moins cher au point de vendre mon intégrité pour $1. Et je ne suis quand même pas quelqu'un aussi qui va mentir à l'autre comme ça sans raison. Donc, pour résoudre ce conflit-là, mon cerveau va changer ma mémoire et réinterpréter tout ce qui s'est passé et dire non, mais en fait, tu sais quoi, tu n'as pas menti. L'exercice était quand même intéressant si tu réfléchis bien. Le but de la dissonance cognitive au départ, c'est que c'est un malaise qui nous alerte et qui peut nous pousser à faire un changement positif. Mais si on est souvent résistant au changement, on va préférer le chemin facile de rationaliser. Et le problème, c'est que ça nous empêche de faire face à la réalité, de travailler sur nous-mêmes, d'apprendre de nos erreurs et ça nous prédispose à les répéter. Et ça, c'est vrai non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau de la société. Demandez-vous pourquoi, par exemple, la colonisation de l'Afrique par ces mêmes gens qui s'autoproclament défenseurs des droits de l'homme continue jusqu'aujourd'hui. Parce que pour ne pas confronter l'horreur de leurs actes, ils ont trouvé toutes sortes d'excuses à travers les siècles pour se donner raison et dormir confortablement. Ils ont construit des idéologies racistes et négrophobes pour justifier leurs actes inhumains. Oui, c'est vrai, tous les êtres humains sont égaux, mais les Noirs, les Africains, c'est des sous-hommes, ils n'ont pas d'âme. Oui, l'esclavage c'est mauvais, mais c'est la volonté de Dieu, c'est la malédiction de Cam. Ils ont réadapté l'histoire et nié qu'il y avait des civilisations africaines noires très avancées pour servir l'argument « En fait, on les a civilisés, on leur a apporté la connaissance, ils devraient nous remercier. Honnêtement, on leur a permis d'avoir une meilleure vie. » Il y a eu aussi l'argument économique. L'esclavage c'est important pour l'économie, on ne peut pas abolir, sinon c'est toute l'économie internationale qui va chuter enfin. Et que de toutes les façons, l'esclavage existait déjà en Afrique. Toutes les nations du monde ont eu des esclaves, donc faut arrêter. Il y avait des Noirs qui vendaient des Noirs. Et puis aussi, arrêtez de dire néocolonialisme. C'est un partenariat.
Tout est fait pour éviter de faire face à ses responsabilités et d'admettre l'ignominie de ses propres actions. Et ça permet aussi de conserver le système tel qu'il est. Et bien sûr, il y a une élite qui crée le mensonge et qui le nourrit au peuple. Le peuple, lui, l'accepte parce qu'ils ont besoin de croire ça. Ça les déculpabilise. Je vous laisse imaginer pourquoi parfois des individus ou des sociétés tout entières restent dans des situations ou des relations qui sont toxiques. Comment parfois on évite de changer des comportements alors qu'on sait qu'ils sont malsains simplement parce qu'on choisit de les rationaliser. Donc, c'est quoi la leçon? On fait tous l'erreur de penser que l'être humain est rationnel et logique, qu'on réfléchit et qu'on agit en conséquence. Et pendant longtemps, c'est une croyance qui a dominé même dans le domaine de la psychologie. Mais en 1950, Léon Festinger change la donne en démontrant que l'être humain se croit rationnel, se croit logique, mais très souvent, c'est loin d'être le cas. Et l'un des meilleurs moyens de le prouver, c'est d'observer ce qui se passe lorsque nos croyances et nos attitudes sont en contradiction les unes avec les autres. Lorsqu'on ressent une dissonance cognitive, il ne faut pas avoir peur de revoir nos croyances et de les questionner franchement. Ne fermons pas les yeux aux informations contradictoires, examinons-les pour voir s'il y a un fond de vérité. Dans certaines situations, c'est vrai qu'il vaut mieux rationaliser. On a tous, par exemple, manqué des opportunités et on a rationalisé en se disant « bon, c'est que c'était simplement pas fait pour moi ». Et au lieu de perdre notre temps et de s'acharner, on a trouvé un meilleur chemin. Mais c'est important d'être mentalement flexible. L'un des meilleurs moyens de tester votre flexibilité mentale, c'est le test de l'effet Stroop, un exercice inventé dans les années 1930 par le psychologue américain Ridley Stroop. Ce qui vous est demandé pour ce test, c'est de nommer à haute voix le plus rapidement possible les couleurs de chaque mot et non pas les mots eux-mêmes. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait ce test, vous avez probablement remarqué que c'était difficile. Le cerveau a tendance à vouloir lire le mot lui-même parce que c'est plus automatique et plus rapide que de reconnaître et de nommer une couleur. Donc ça crée un conflit dans notre cerveau, une interférence entre les deux. Ça aurait été plus facile si les mots et les couleurs étaient en accord ou s'il n'y avait pas de mots à lire par exemple. Le test mesure l'attention sélective, c'est-à-dire votre capacité à concentrer votre attention sur un aspect bien spécifique. Ici, se concentrer sur la couleur et ne pas se laisser distraire par la lecture du mot. Le test mesure aussi la flexibilité mentale. C'est la rapidité avec laquelle vous êtes capable de vous adapter et de passer d'une activité mentale à une autre. Plus on est mentalement rigide, plus on a du mal avec le test Stroop. Plus on est mentalement flexible, mieux on s'en sort. Lorsqu'on est rigide mentalement, on a plus tendance à vouloir conserver nos idées. On a du mal à accepter ou à voir le point de vue des autres. On a du mal à se remettre en question. Lorsqu'on est flexible, on est plus capable de considérer plusieurs aspects d'une même situation à la fois. On est capable de s'adapter aux nouvelles informations, aux nouvelles circonstances. On est plus créatif et on a plus tendance à réfléchir à plusieurs possibilités, à plusieurs solutions lorsqu'un problème se présente. On se remet aussi plus facilement en question. La flexibilité mentale est importante si vous souhaitez être un leader, un créateur ou un innovateur ou faire un changement quelconque. Lorsque la dissonance cognitive est ressentie, celui qui est rigide a tendance à rationaliser et à rester dans l'erreur. Celui qui est flexible a la possibilité de provoquer un changement positif. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un talent qu'on peut tous apprendre à développer. Alors voilà, c'était tout pour la Minute Afropsychologie aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner sur YouTube, de liker la page Facebook, de commenter et de partager. Entre-temps, je vous retrouve très prochainement pour parler psychologie.